The Assembly will hear an address by Her Excellency Giorgia Meloni, President of the Council of Ministers of the Republic of Italy. I request protocol to escort Her Excellency and invite her to address the Assembly. Colleghi delegati, signore e signori, è un'epoca molto complessa quella nella quale viviamo e il carattere comune delle sfide del nostro tempo ci impone di ragionare in un modo completamente nuovo. Qui nous font réfléchir de manière différente à tout ceci. Les blessures causées par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a des effets de déstabilisation au-delà des frontières. Elle a un effet domino et contribue à propager, embraser d'autres crises. Nous faisons face à des dangers sans précédent. La fragmentation géoécologique a des conséquences insupportables, en particulier pour les nations les plus fragiles. La voie vers la réduction des émissions environnementales est à la croisée du chemin entre des approches idéologiques et une absence de solidarité, en particulier de la part des émetteurs de gaz à effet de serre. Et ces problèmes énergétiques ont des répercussions profondes sur la sécurité alimentaire, la stabilité sociale de communautés entières. Le recours à la foi religieuse est devenu une menace, encore pire, persécution. Des millions de personnes dans le monde souffrent en raison de leur confession. Une grande partie sont des chrétiens. Nous sommes témoins de l'avènement de l'intelligence artificielle, une révolution qui nous pousse à nous poser des questions qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler intelligence. L'intelligence consiste à poser des questions, non pas donner des réponses au traitement des données. Tout comme les innovations que nous avons vues au fil de l'histoire, cela nous donne une idée de ce que là, il ne s'agit pas de renforcer les capacités, mais de les remplacer avec des conséquences dramatiques, en particulier sur le marché de l'emploi, la concentration de la richesse. Ce n'est pas par hasard que l'Italie a souhaité placer cette question tout en haut de la liste dans le cadre de sa présidence du G20. Nous voulons une bonne gouvernance pour l'intelligence artificielle, pour pouvoir concilier innovation, droit, emploi, propriété intellectuelle, liberté d'expression et démocratie. Cette complexité, exacerbée par des défis complexes et multiples, nous indique que les problèmes de l'hémisphère sud sont également les problèmes de l'hémisphère nord et vice-versa. Il n'y a plus de bloc homogène. L'interdépendance de nos sorts est réelle. Et c'est pour cette raison que nous devons réfléchir de manière différente à présent. Le défi consiste à changer la donne dans les relations entre pays, dans le fonctionnement des institutions multilatérales. L'objectif est de bâtir un modèle de coopération qui soit tout à fait nouveau. Et personnellement, je pense que ce modèle peut et doit être fondé sur certains principes tels que respect mutuel, effets concrets, actions concrètes. Et cela suppose un rapport sur pied d'égalité pour retrouver cette capacité de s'écouter les uns les autres, de comprendre ce qu'ils pensent. C'est le point de départ de toute confiance mutuelle. Et c'est parce que nous croyons cette approche justement que dans le cadre de notre présidence du G7, nous avons pensé à un format large, rassemblant tous les continents, le G20, l'Union africaine, les institutions économiques et financières et les banques de développement multilatérales. Nous avons démontré que le G7 n'est pas une forteresse blindée qui ne laisse passer personne. Au contraire, nous sommes ouverts au monde dans nos relations avec l'Afrique,
Au niveau bilatéral opérationnel, nous avons tracé des plans d'investissement pour l'Afrique, le plan Matei, avec des projets pilotes dans 9 pays africains. Cela nous a permis de forger des partenariats stratégiques avec chacun d'entre eux. Nous avons suscité des synergies avec la passerelle européenne, l'Union européenne, et un cadre pour des investissements, un nouveau instrument financier avec la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, afin de permettre un flux de ressources privées et publiques. Nous avons conçu des solutions novatrices, telles que l'initiative de sécurité alimentaire de Apulia pour soutenir la production alimentaire et la sécurité alimentaire, et l'énergie pour la croissance en Afrique, pour soutenir la production et la distribution d'énergie propre. Nous avons décidé d'appuyer des projets stratégiques pour l'Afrique, tels que le couloir de l'Obido. Nous l'avons fait sans arrêter d'échanger, de chercher des contributions de nos interlocuteurs africains. Notre intention est non pas d'imposer, mais de partager. Et ensemble, nous allons choisir des priorités, des secteurs d'intervention, des domaines d'action où nous pouvons apporter une valeur ajoutée avec nos perspectives et notre coopération, à l'aide de projets qui donnent déjà des résultats en Algérie. Nous allons rendre fertile 36 000 hectares de terre pour des cultures et une installation locale pour le traitement et la production. Et au Kenya, d'ici la fin 2025, nous allons mettre sur pied une usine de carburant biologique. En Éthiopie encore, dans le cadre d'un plan de redressement écologique important, le long du lac Bo, à l'ouest du pays, nous avons encore ce projet. Il est important de concevoir tous ces projets avant que des dizaines de milliers de personnes entrent en Europe, cherchent à entrer en Europe de manière illégale. C'est la première garantie de leur droit à ne pas émigrer, à ne pas devoir couper les liens avec leur patrie parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est ce désespoir qu'exploitent des criminels sans pitié. Et je demande votre aide à partir de cette tribune pour déclarer une guerre mondiale contre les trafiquants d'êtres humains. Au G7, nous avons trouvé un accord pour donner vie à un accord de coordination afin de démanteler les réseaux criminels. Les Nations Unies doivent en faire davantage. Ces organisations criminelles évoluent, prennent d'autres formes, comme l'esclavage. Il faut comprendre par là la commercialisation des êtres humains. Cette assemblée, jadis, a joué un rôle fondamental afin de débarrasser le monde définitivement de ces fléaux. Il ne faut pas revenir en arrière. Nous pouvons vaincre cet esclavage du XXIe siècle si nous unissons nos forces, nous prenons des initiatives communes entre nos forces de police, nos services de renseignement, les autorités judiciaires et adoptons la formule dite « follow the money », suivez les fonds. D'après Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, c'est devenu un modèle à l'échelle internationale dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles. C'est une méthode que l'Italie a l'intention d'utiliser pour renforcer sa coopération avec l'Amérique latine. Il y a un dénominateur commun. Ces organisations qui tirent profit de leurs activités en Afrique et ont des liens avec celles qui opèrent dans les réseaux de trafic de stupéfiants en Amérique latine ou les réseaux d'esclavage en Amérique latine et dans d'autres régions du monde. Les peuples ont des aspirations légitimes, celles de la liberté et de la démocratie. Des dizaines de milliers de personnes continuent de voir ces aspirations non réalisées. Je pense en particulier au peuple du Venezuela, auquel nous affichons notre pleine solidarité et soutien. La communauté internationale ne peut se tenir les bras croisés après 2 mois depuis les élections. Les résultats n'ont pas été reconnus en même temps. Nous voyons une répression brutale causant la mort de dizaines de manifestants, d'opposants politiques, incrimination, interdiction du candidat de l'opposition. Notre devoir est d'élever notre voix. Chers amis, en 2025, nous allons célébrer le 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies.
une charte qui consacre les buts et principes de la charte, remis en question actuellement. Et par qui? Par un membre permanent du Conseil de sécurité. Mais nous n'allons pas abandonner. Ce sont des buts et principes que nous devons continuer de défendre. Personne n'est au-dessus de la loi. Plus que jamais, nous devons les défendre. Défendre les plus vulnérables. Et c'est pour cela que nous ne pouvons tourner notre dos face à la situation en Ukraine. Le droit de défendre ses frontières, sa souveraineté et sa liberté. Quant au droit d'Israël de se défendre après les attaques du 7 octobre, nous le réaffirmons, mais de la même manière, nous demandons à Israël de respecter le droit international, de protéger les populations civiles qui sont victimes du Hamas, aussi de ces choix destructifs. Nous croyons dans le droit du peuple palestinien à leur propre État. Mais afin de voir ceci se réaliser, il faut que les Palestiniens soient dirigés par dirigeants qui soient prêts au dialogue, à l'autonomie au Moyen-Orient. Nous avons vu les possibilités de cohabitation sur la base de reconnaissance mutuelle. L'impératif aujourd'hui est d'arriver à un cessez-le-feu à Gaza sans plus tarder et la libération immédiate des otages israéliens. Nous ne pouvons plus être témoins de tragédies. Par exemple, au sud du Liban, des pertes de vie de centaines de civils, dont beaucoup sont des enfants. Cet anniversaire, dans quelques jours, nous donnera une occasion historique d'être sensibilisés, que nous l'apprécions ou pas, au sujet de ces problèmes. Et avec humilité et conscience, nous devons nous interroger. Et ceci devrait susciter également une sérieuse réflexion sur le multilatéralisme. Est-ce qu'une organisation de cette taille est à la hauteur de ces défis? Je parle des Nations Unies, bien entendu, de sa capacité à se réformer, à commencer par ce qui est utile et nécessaire, et non pas par ce qui est le plus facile. Nous croyons fermement que, quelles que soient les réformes de l'architecture et du fonctionnement des Nations Unies, à commencer par le Conseil de sécurité, cela doit se faire de pair avec les principes d'égalité, de démocratie et de représentativité. Il serait une erreur de créer de nouvelles hiérarchies avec de nouveaux sièges permanents. Nous sommes ouverts à discuter de la réforme sans préjugés, mais nous souhaitons une réforme qui serve et représente tout le monde mieux et pas simplement une poignée d'entre nous. Mesdames et messieurs, nous vivons des temps difficiles pour nos nations. Nous voyons des changements, des remises en question de nos certitudes. Le sort nous met au défi. Il nous met à l'épreuve. Mais c'est à nous de démontrer que nous pouvons dépasser ces difficultés si nous sommes à la hauteur. Nous pouvons démontrer aux citoyens, à nous-mêmes, à nos enfants, comme Carla Pisagan, un grand patriote et auteur de Resurgimento, disait, que toute compensation se trouvera à l'arrière de ma conscience. Nous devons vraiment nous attacher à ce qui est le plus important, le plus utile. Voilà notre devoir. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Et l'Italie est toujours prête à jouer son rôle. Merci. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Council of Ministers of the Je remercie la présidente du Conseil des ministres de la République d'Italie